On va poursuivre. Hein. Frédéric. Oui. Ken Farley, Ken, can you hear me? Yes, I can. Ah, great. Thank you very much for waiting. We had a problem. Okay, Ken, let's go straight to the question, and I will try to translate very quickly in a sum up. Thank you first to be with us in France. You have very limited time. What is the likelihood to have fossils, or microscopic fossils at J0? And two, if they are you able to detect them before returning the samples to Earth in 10 years or more? Yeah, great question. So what we are looking for, we call biosignatures, not fossils, because they will represent likely very primitive life, microbial life. And so we have capabilities on the rover that will allow us to look for these biosignatures. And you heard just a moment ago from the previous speaker about what these capabilities are. So we will be looking for chemical and textural structures that could be indicative of life. So what is the likelihood that we'll find it? Of course, we don't know. But I'm very struck by the fact that in rocks that are the same age on the two planets, on Earth and Mars, 3.5 billion years ago, on Earth, in shallow lakes and seas, microbes were ubiquitous. They lived all over the place when we find rocks of that age. We are going to a very similar environment at the same time on Mars. And so I'm really struck by this comparison. It is not looking for life that is particularly unusual. It is looking for life as we know it in a different setting. So you are pretty optimistic. 1 minute. Est-ce que quelqu'un comme Jean-Pierre Vivring pourrait nous faire une toute petite traduction résumée pour pas qu'on perde trop de temps? Non, on traduira un peu après. T'inquiète pas. Continue. On va essayer de résumer. On va résumer sur ça, très bien. Ken, Perseverance is a much more complex. Is it a much more complex mission than Curiosity? And you have, on one hand, 8 years of experience with Curiosity. You've been yourself PI on one of the instruments, which makes things easier. But also Perseverance is upgraded. Is it just a repeat of Curiosity, a second mission like the first one, a little bit upgraded? It has a similar design. It looks very, very familiar. But its goals are much more ambitious in the sense that we are not only going to be doing in situ science with the instruments, but we have a rendezvous to make with the follow-on missions that will potentially bring the samples back. So we need to, in addition to doing all of the science like Curiosity has done, we also need to collect what ultimately will probably be about 42 samples over the next, say, 8 years. This is going to be a very intense time pressure for us. We're going to have to move very quickly. So it will be the first part of the mission, the priority. It will be the absolutely, priority. Absolutely. The central focus of this mission is to use the science instruments to search out the most promising samples and to collect those samples, and also to document them in a way that makes them most valuable when they come back to Earth in hopefully the beginning of the next decade. Last question, Ken. You have about 450 people working with you in the science team, including the Europeans. You are divided because of the COVID 9 hours apart. Is it an obstacle to your work or not? Yeah, it's very interesting how this has played out, especially during the Mars time phase of this mission, where we all have to follow the Mars clock instead of the Earth clock. Of course, we here in North America are not really keen on getting up at 2 o'clock in the morning to do operations, but that's a very convenient time in Europe. So we're actually able to split some of the responsibilities into different parts of the globe. And so being separate has a lot of downsides, but it also has this one particular upside that at least much of the time, many of us can be getting sleep at a normal time. And roughly, remind us how many Europeans, French and Spanish are represent within the science team? It's something like 120. So what is that? It's almost a quarter of the team. 1/3 to 1/4 of the team.
Okay, Ken, thank you very much for your time. We wish you the best, and we cross our fingers here in France for your great mission. Thank you very much. Go Perseverance. Merci, go, go. Thank you. On to Mars. Alors, Mimi, Frédéric, tu es avec Mimi Hong, qui est la chef de projet dans la foulée de l'hélicoptère, du drone Ingenuity. Okay, yes, Mimi, can you hear us? Can you hear me? Yes. Hello. Thank you very much to be with us. Alors, je vous avais, bien sûr, Mimi travaille depuis plus de 6 ans sur ce concept qu'on voit juste derrière elle. Elle est d'origine birmane et elle a travaillé avec plus de 150 personnes pour mettre ça au point. Et actuellement, l'équipe est à peu près une quarantaine de personnes autour d'elle. Mimi, thank you to be with us in Toulouse. What is your worst fear when it flies for the first time? Well, this is the first flight, right, ever on another planet. So we have confirmed all we can on Earth. We've flown it in simulated environment in our chamber. We have tested it thermally. So worst fear is really unknown unknowns that we were not aware of. So maybe there are two things. After landing, survival of the hardware that we launched. Okay, if our helicopter landed in the state that we launched, it will be quite, it will look very good that we should be able to fly. And then the second would be any unknown unknowns that we did not model. But we model everything we know about the atmosphere, the winds, the environment. So it's all about the unknown unknowns in the actual environment of Mars. So do you feel pretty confident? Yes, if the vehicle lands in the way we sent it from Earth, I feel pretty good. But, it is really the first time. So it is a high risk, high reward experiment. So it should work, but we are there to learn. It really is like the Wright brothers. When all the partial aerodynamics were all proven before, but it's not until we fly it end to end in the true environment that we really get to learn the final components. So looking forward to it. Mimi, during the 6 years, you had the up and down. Did you feel at some point, especially when it was down, that it would be impossible to have everything in less than 2 kilos with all the requirements to fly on Mars with 1% of the terrestrial atmosphere? Surprisingly, our team ran into very hard challenges, but I have to confess, I don't remember a moment where we said, this is not impossible. And I think it's because our team were really, really tight. And every problem we solved in a very interdisciplinary way. So the mass, the 1.8 kilograms, right? Our chief engineer, Bob Bellerin, managed it to the gram. When we ran into the challenge to have enough energy to survive the night, right? We ran into it all hands on deck, right? With the thermal engineers, power engineers, avionics. So every step, it's been truly the ultimate engineering together from every discipline. So it's been very exciting. Very short time, also because we have short batteries right now on the earplugs. Why? I mean, you will fly several times. Why you limit, if things go quite well, why you have to limit to only 30 Martian days and not to go beyond? What's the limitation? Yes, we're a technology demonstration, so we perform no science on this mission. This is a path for future larger helicopters that will, in the future missions, carry scientific instruments and do science. So in the technology demonstration status, we have been given 30 precious Martian days at Mars. You heard from Ken Farley just now. Every day is precious for the primary goal of the Perseverance rover. So we're very happy to have 30 precious Martian days to do our experiments, and we're going to do the most of it in the 30 days. We have up to 5 flights planned. First with a modest flight, that we've flown many times in our simulated environment here on Earth, and then we'll start to fly higher and further and take more and more, riskier flights in those 30 days. How high can you go in the best case? We can go up to 5 meters. In the safe case, right?
Yeah. But if we go, Maxi. once we have a really good flights in our hands and we want to take riskier, we can fly up to 10 meters or so even, but we are going to be very cautious. This is like the Wright brothers' first flight, but all the way at Mars. So we're going to be very conservative. We'll start with the 3-meter flight height, and then we'll go up to 5 meters and start going laterally tens of meters and back, up to about 100 meters round trip. Once we get those heights, then we'll start to get bolder. But, very risky, so we're going to be very careful. Thank you so much, Mimi. Have a safe mission first for landing, and then with a great helicopter, we'll all look at it from Europe. Thank you. Thank you very much for your time. Bye-bye. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu tout ce qui s'est dit. D'abord sur le directeur scientifique et Ken Farley, donc directeur scientifique de Mars 2020. Globalement, les sujets en fait sont liés à la collecte de ces échantillons, au choix en fait de la collecte des échantillons. Ça va être un choix très difficile évidemment, et c'est une mission bien plus complexe du fait de cette responsabilité que la précédente, que Curiosity. Bien que le design est similaire, en fait les objectifs sont beaucoup plus ambitieux, sont bien plus différents, bien différents du fait de ce rendez-vous avec le futur que Perseverance va avoir en fait, et que les échantillons collectés vont avoir. Donc on espère 42 échantillons à collecter dans les 8 ans qui viennent. Donc il y a une forte pression évidemment, et la sélection de ces échantillons ne sera pilotée, ne sera conduite que par des intérêts évidemment scientifiques. Donc voilà globalement résumé ce que Ken Farley a dit. Et alors pour ce que Mimi Hong, la chef de projet du drone Ingenuity, a dit, c'est qu'ils ont donc mis 6 ans pour développer, pour concevoir ce drone. Elle rappelle que c'est le premier vol jamais tenté sur un autre corps planétaire, sur une autre planète. Ils ont fait énormément de tests. Leur plus grosse frayeur, c'est de survivre à l'atterrissage. Si on survit à l'atterrissage, si la structure de l'engin survit à l'atterrissage, eh bien après, ce sera voler sur Mars. C'est une expérience extrêmement risquée. C'est un démonstrateur technologique. On ne fera pas de science avec Ingenuity. Mais par contre, on va beaucoup apprendre sur l'aérodynamique du vol martien dans des conditions évidemment atmosphériques très particulières, comme tout le monde le sait. Donc, ce sont des sujets très complexes mis en œuvre par ces ingénieurs. Elle a précisé que jamais dans ces 6 ans de R&D, il ne s'était posé la question de savoir si c'était impossible ou pas de voler dans l'atmosphère martienne. Ils ont toujours été très confiants, ils ont relevé le défi, des sujets liés à l'avionique, à l'énergie, des sujets liés au pilotage, évidemment plein de disciplines d'ingénieurs. À nouveau, pas de science, et c'est pour ça que l'engin aura une courte durée de vie pendant la mission. 5 vols sont d'ores et déjà planifiés. Je crois que j'ai cru comprendre sur une période de 30 jours, mais ça c'est à vérifier, avec peut-être 5 mètres de hauteur maximum. Frédéric. Non, juste parce qu'effectivement, je ne pouvais pas faire... J'entendais mal d'abord, mais je ne pouvais pas tout traduire, c'est sûr, en direct. Effectivement, ça sera 30 jours martiens. Et évidemment, les essais vont être extrêmement progressifs. C'est vraiment des premières. Ça ne sert pas directement à la mission, mais ça pourrait, si tout marche extrêmement bien, effectivement, le drone sera assez éloigné du rover pour ne pas entrer en collision avec lui et pourra filmer jusqu'à une hauteur de 100 mètres d'altitude si tout se passe dans les meilleures conditions. Mais c'est expérimental, ça ne sert pas proprement du tout à guider à ce stade le rover Perseverance. Merci beaucoup, Frédéric. L'autre point que je voudrais souligner, juste un point peut-être sur Ken Farley, qui se félicitait que quasiment un quart à un tiers de l'équipe est européenne, dans son équipe scientifique, et qu'il est ravi que ces gens soient finalement, par le concours de circonstances et de la pandémie, soient en Europe, parce qu'on peut jouer sur les 9 heures de différence avec la Californie, et donc il y a des équipes qui peuvent très bien être complémentaires pour suivre les progrès de la mission. Merci Gilles. Merci beaucoup Frédéric. Alors je dois dire à nos youtubeurs et nos youtubeuses que c'est vraiment un privilège
que d'avoir eu Ken Farley et Mimi Hang ce soir en direct, parce qu'évidemment, ils sont vraiment au cœur de la mission spatiale, et c'est un privilège pour la Cité des sciences et de l'industrie de les avoir eu en direct et d'avoir pu leur prendre du temps. Je peux vous garantir que c'était vraiment in extremis, mais bravo aux personnes qui ont réussi à faire cela. Alors on va poursuivre, et justement ça tombe très très bien, avec un focus, un zoom sur Ingenuity. Olivier de Goursac, qui est membre de la Société astronomique de France et de la Planetary Society, va venir nous présenter eh bien ce démonstrateur technologique de façon un petit peu plus détaillée. Olivier, c'est à toi, voici la télécommande. Merci pour le temps. Vas-y. Le micro. Tout le monde m'entend ? Oui. Allez, c'est parti. Alors en fait, Ingenuity, c'est une manip technologique qui a été créée par Bob Balaram. Bob Balaram, c'est un navigateur trouve-tout génial du JPL. Et en fait, en 1999, il avait assisté à une conférence sur l'avion martien, parce qu'à l'époque, la NASA pensait à l'avion martien, puis quelqu'un avait parlé, mais on pourrait un jour faire un hélicoptère. Donc ça avait trotté dans sa tête. Et en 2005, il s'est dit, mais l'hélicoptère martien, ça serait génial. Et il a fait une première préétude avec deux, trois collègues du JPL. Mais donc il l'a soumise, mais ça avait pas, il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien, c'était très expérimental. Et il se trouve que Charles Elaki, qui était le patron du JPL en 2014, a assisté à une conférence vraiment sur l'hélicoptère martien, les drones en fait, et a demandé à Bob Balaram, mais au fait, ton truc, ta manip, tiens, est-ce que tu pourrais la rajouter dans les propositions qu'on fait pour Persévérance? Et Bob Balaram a dit, bah oui, bien sûr, je peux le faire. Ils ont bossé jour et nuit, et au bout de 3 semaines, ils ont sorti de quoi faire une vraie proposition à rajouter sur Persévérance. Alors, ils ont fait un modèle de test, ils ont validé les technologies, et puis un budget a été acté, comme on le fait d'habitude aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on acte d'un budget. Une fois que le budget a été acté, la manip a pu rentrer dans le rover Persévérance. Alors, donc Ingenuity, ça veut dire en français ingéniosité. Hein, voilà, c'est la traduction exacte. Alors c'est un petit hélicoptère, comme on l'a dit, il n'est pas très haut. Vous voyez, par rapport aux techniciens au JPL qui vérifient son assemblage, il fait 80 cm de haut. Quand il a le train d'atterrissage écarté, on va dire un empattement de 60 cm. C'est un démonstrateur, donc il fait moins de 2 kg. C'était la condition sine qua non, c'était moins de 2 kg. Il a son rotor fait 1 mètre, déployé fait 1 mètre 20 de large, et puis 14 cm3, une espèce de cube dans lequel on met l'avionique. La température intérieure ne jamais descend en dessous de 15 degrés, de moins 15 degrés, pardon, et c'est maintenu par des petites chaufferettes électriques. Alors là, ce que vous avez devant vous, l'image, c'est en fait le modèle de démonstration. Donc il est encore relié par un câble tout simplement aux opérateurs sur Terre, dans une chambre, on va dire, presque à vide, qui simule l'atmosphère martienne. Par contre, sur Mars, il sera complètement autonome, bien sûr. Il n'y aura aucun câble qui le relie au rover Persévérance. Il sera alimenté en énergie par un petit panneau solaire. Et il aura une autonomie de vol. Donc vous voyez, tout est très compacté. Quand on enlève le capot du cube qui contient, ce qu'on appelle le fuselage, qui contient l'avionique, on a tout de suite très peu de place pour un peu d'électronique, de la batterie, un altimètre, une petite centrale inertielle qui donne les mouvements par rapport à la position, et puis des caméras. Voilà. Olivier, il faut remettre le masque bien ample. Ah oui, il a glissé, pardon. Je vois, les lunetteux, ils voient rien quand on met le masque. Moi, j'ai déjà de la buée, là, je vois plus rien. Mais c'est pas grave. Alors, le panneau solaire est pas énorme, donc ça veut dire qu'il peut, en fait, globalement, voler que quelques minutes par jour, mais c'est suffisant. En tout cas, il doit pouvoir soulever entre 130 et 160% de son poids sur Mars, parce que ça va dépendre de la pression atmosphérique. Sur Mars, la pression atmosphérique varie de 20 à 25%, on va dire, pendant l'année martienne, puisqu'une partie du gaz carbonique qui compose l'atmosphère se condense au pôle sud. Et donc, on a des variations de pression importantes. Et donc, en fait, il faut qu'il puisse, dans tous les cas de figure, soulever son propre poids. Voilà. Il est fixé sous un capot protecteur sous le rover Persévérance.
En fait, un capot qui l'assure que s'il y a une roche qui arrive malencontreusement sous le rover, il ne soit pas trop cassé. Et en fait, après l'atterrissage, on va enlever bien sûr ce capot protecteur. Vous voyez, donc le voilà en transparence dans le capot de protecteur pour montrer qu'il est complètement plié en fait. Et une fois qu'on enlève le capot protecteur, en fait, il est comme ça, il se déplie complètement, on ouvre le train d'atterrissage, et ensuite, paf, on le lâche, et il tombe comme ça. Voilà, il tombe sur Mars. Voilà, donc le voilà déposé sur Mars par le rover Perseverance. Alors ensuite, on va télécommander quelques manœuvres. Alors, son logiciel embarqué est un logiciel en fait que la NASA utilise déjà, que certains industriels utilisent déjà, donc qui s'appelle Helicat. Son operating system, c'est Linux. Il se positionne par rapport au Soleil en navigation. Et il enregistre ses paramètres de vol, c'est-à-dire que globalement, la portance et la traînée en fonction de la pression atmosphérique, la température et la force du vent. Et c'est ce qui va déterminer ses paramètres de vol. Tout ça, une fois qu'il a volé, c'est enregistré par le rover Perseverance qui va envoyer toute la télémétrie sur Terre et elle sera analysée directement pour préparer le vol suivant. Encore une fois, donc c'est des logiciels connus. Donc la NASA, en fait, a choisi, Bob Balaram a voulu rentrer dans des solutions dites de marché, c'est-à-dire des solutions qu'on puisse interpréter facilement avec des ingénieurs qui connaissent vraiment ce que c'est qu'un hélicoptère et qui puissent interpréter facilement les données pour que ça soit reproductible. Alors, environ le décollage, c'était une vitesse entre 2400 et 2900 tours minute, en fonction de la pression atmosphérique, on en a parlé. La période de test, c'est environ 30 jours martiens. Le nombre de vols, 5 au minimum, dont un stationnaire de 30 secondes. Donc on pense que vous avez à gauche le profil de vol. En fait, il va verticalement, il fait un petit tour, il se repose. Déjà, si on fait ça, on considère que la manip a fonctionné et que c'est gagné. Le pari est gagné. Vous allez me dire, c'est pas très ambitieux, mais c'est une première, hein, comme on l'expliquait avant. La durée de chaque vol, environ 90 secondes. On pense peut-être faire une distance de 300 mètres. Altitude maximale, 10 mètres. Alors, tout à l'heure a été évoqué peut-être 100 mètres. On ne sait pas. Déjà, on fait 10 mètres de haut et on arrive à prendre en dessous un peu le rover Perseverance pendant son vol. Ça serait déjà génial. Les conditions de vol, c'est vers 11h du matin pour être sûr que la batterie soit bien chargée par les panneaux solaire. Température moyenne supérieure à moins 50 degrés. On essaye. Et vitesse maximum du vent, pas plus de 5 mètres secondes, parce qu'au-delà, il y a trop de dérives et on ne veut pas qu'il capote à l'atterrissage, quand il se repose. Alors, il en va embarquer 2 caméras. Une caméra de navigation qui est panchromatique, c'est-à-dire qu'elle va prendre des images en noir et blanc. Elle est pointée donc à la verticale tout simplement de l'hélicoptère. Et elle n'est pas très définie, elle fait 640 par 480 pixels, mais c'est vraiment pour de la navigation. C'est pour dire on survole cet endroit-là. Par contre, il y a une autre caméra qui est un peu plus, on va dire, scientifique, entre guillemets, qui s'appelle la Return to Earth, qui est une caméra en couleur, qui va donner des belles images de 4208 par 3120 pixels. Donc c'est assez défini. Le but, c'est d'obtenir au moins 1 à 2 images de cette qualité par mission d'hélicoptère. Bob Balaram s'est dit, si j'ai déjà, mettons, par mission d'hélicoptère, je récupère 3-4 images de navigation et une belle image couleur, je suis content, ma mission est réussie. Vous voyez, donc les objectifs n'ont pas l'air impressionnants comme ça, mais en fait, c'est déjà un exploit de faire voler un hélicoptère. Et si en plus on a des images de ce qu'il a vu au sol, alors évidemment, tout le monde rêve de voir une vue de Persévérance sur son site d'atterrissage, pris un peu en hauteur par Ingenuity, mais bien sûr, on essaye. Bon, ça va être fait, ça sera peut-être tenté, mais enfin bon, ils vont voir comment ça va se passer. Donc c'est une grande première sur Mars. À terme, l'hélicoptère devra servir de plateforme pour une vraie mission d'hélicoptère. Alors il pense faire un hélicoptère scientifique, plutôt que déposer un rover, faire une mission avec un vrai hélicoptère par contre. On serait dans une masse de 200 à 300 kg et ça permettrait de parcourir des dizaines de kilomètres et de se poser dans des endroits réputés inaccessibles. Donc c'est vraiment le but, c'est de plus tard de l'étendre à d'autres missions martiennes
pour peu qu'il y ait du budget et pour peu qu'il y ait la volonté de le faire. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. De votre attention. Merci à tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Tu peux prendre le micro. Merci beaucoup et on va enchaîner tout de suite. Alors, avec Athéna Koustenis. Athéna, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Donc, tu es astrophysicienne à l'Observatoire de Paris également. Merci beaucoup. Et nous allons donc parler de la recherche de la vie sur Mars. Alors, le micro, est-ce que le micro est ouvert? Allô, allô. Oui, c'est parfait. Là, on entend. Oui, voilà, Athéna Koustenis de l'Observatoire de Paris, PSL. Et je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la recherche de la vie sur Mars, parce que j'interviens après Thierry Fouché, qui vous a tout à l'heure parlé de plein de choses. Mais moi, je veux revenir un petit peu à des définitions avant de parler de la vie. C'est-à-dire que quand on parle de conditions propices à l'émergence et à la survie des organismes vivants, on fait souvent référence à ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. Alors la zone d'habitabilité, c'est ce qu'on voit là, c'est la région autour d'une étoile montrée en bleu ici, à l'intérieur de laquelle il est théoriquement possible pour une planète avec une pression atmosphérique suffisante de maintenir de l'eau liquide à sa surface. Alors, comme vous le voyez, si la Terre est aujourd'hui seule à se trouver dans cette zone habitable de notre système solaire, et en l'occurrence la seule planète habitée qu'on connaisse, il se peut que par le passé, Vénus ou Mars y ait séjourné aussi. Pour rappel, ce qu'on considère comme les critères principaux pour qu'un monde soit habitable sont l'eau liquide, les nutriments, c'est-à-dire les composés organiques, des sources d'énergie et un environnement stable. Alors, Mars se situe actuellement à la limite supérieure de cette région. Mais tôt dans son histoire, Mars ressemblait sans doute un petit peu plus à la Terre, tout comme notre planète. La plupart de son dioxyde de carbone, comme vous l'avez entendu, fut recyclé en roches de carbonate, mais sans disposer de la tectonique des plaques, Mars est incapable de recycler les roches en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Elle ne peut donc pas maintenir un effet de serre important. Et il fait donc très froid, moins 60 degrés Celsius en moyenne, et vraisemblablement une partie de son atmosphère a été perdue à cause du vent solaire et de la radiation en l'absence de protection d'un champ magnétique. Mars possède aujourd'hui tout de même une fine atmosphère composée principalement de minuscules quantités, surtout de dioxyde de carbone d'ailleurs, mais aussi d'azote, d'argon, ainsi que des traces d'oxygène et d'eau. Quant à la pression moyenne à la surface de Mars, elle n'est que de 7 millibars. Donc dans ces conditions de pression et de température, à la surface, on ne peut pas avoir la présence d'eau liquide aujourd'hui. L'eau est surtout présente sous forme de glace qui est condensée au niveau des pôles nord et de pôle sud. Mais la possibilité de la vie passée ou actuelle sur la planète de Mars reste une question ouverte. D'ailleurs, Mars a toujours fasciné l'humanité. Elle joue un rôle important dans la littérature et la science-fiction, car c'est l'un des endroits considérés comme propices à la vie extraterrestre depuis toujours. Mais les fameux habitants de Mars, imaginés par différents auteurs, furent purement imaginaires. Et il en est de même pour les canaux martiens, perçus par Schiaparelli et d'autres observateurs comme Percival Lowell, qui étaient d'ailleurs persuadés que Mars était abrité une civilisation assez importante, avancée, luttant contre une importante sécheresse, et qui furent démontrés comme n'étant qu'une illusion optique par les sondes spatiales d'ailleurs. Alors, en effet, Mars a été la cible privilégiée pour l'exploration spatiale, avec un grand nombre de missions envoyées depuis les années 60, que vous voyez ici, mais ce fut une entreprise difficile. Cependant, même si la moitié d'entre ces missions n'a pas atteint ses objectifs, elles ont tout de même avancé nos connaissances sur la formation et l'évolution de Mars et du système solaire et sur les aspects de l'émergence de la vie dans d'autres environnements. Alors, la première sonde à visiter Mars fut Mariner 4 en 1965. Plusieurs d'autres suivirent, y compris les 2 sondes Viking qui, en 1976, ont effectué des expériences visant à détecter la présence de vie sur Mars. Les résultats furent malheureusement négatifs, car aucune trace d'organique n'a été trouvée par les 3 expériences de biologie à bord. Alors, il faut signifier qu'à ce moment-là, l'exploration spatiale de Mars fut arrêtée, stoppée pendant 20 ans.
Toutefois, les optimistes disent que les expériences ont été effectuées sur 2 échantillons minuscules et pas forcément aux endroits les plus favorables. Alors, pendant ce temps, sur Terre, ici en bas à gauche, vous voyez qu'en 1996, David Mackay et collègues ont annoncé avoir identifié des composés organiques dans une météorite martienne. De plus, les auteurs ont suggéré que ces composés, en conjonction avec d'autres indices de nature minéralogique observés dans la roche, pourraient être en fait des preuves d'anciens micro-organismes martiens. Alors, ces résultats, encore controversés aujourd'hui, ont tout de même permis de reprendre l'exploration de Mars avec Mars Pathfinder, qui s'est posé avec succès le 4 juillet 1997, précurseur d'une longue série maintenant de nouvelles missions spatiales comportant des rovers et des orbiteurs. Alors, dans les années 90, la recherche s'est poursuivie avec des missions comme Mars Global Surveyor, dont les images ont suggéré l'existence possible d'un océan boréal il y a 3,5 milliards d'années. Une hypothèse d'ailleurs qui fut confirmée en 2012 par le radar de Mars Express. Et Mars Odyssey en 2000, qui a permis la détection d'atomes d'hydrogène sous la surface par mesure de spectroscopie gamma, qui a testé comme ça la présence de glace d'eau dans le sous-sol au pôle. Alors d'autres missions, comme la sonde européenne Mars Express et le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, ont permis de nouvelles avancées. Il y a de nombreuses traces d'érosion sur la surface de Mars, incluant des indications de grandes inondations et des rivières. Outre ces vestiges morphologiques d'une activité hydrologique en surface, l'interaction chimique de l'eau avec la croûte basaltique s'est traduite par la formation d'argile et de sel hydraté, comme on parlait tout à l'heure, en surface et en profondeur. Ça a été détecté en 2004 grâce à l'instrument Omega dont on a parlé aussi. Leur étude permet de reconstruire l'histoire de l'activité aqueuse sur Mars et de caractériser une période ancienne où l'environnement a pu être favorable à l'apparition d'une chimie pré-biotique. De plus, le Mars Science Laboratory, à partir de 2011, a apporté la preuve de la présence d'un lac par le passé. Et tout ceci témoigne de la présence d'eau liquide en abondance sur Mars il y a environ 3,5 milliards d'années, mais néanmoins, cela a pu se produire que très brièvement et aussi il y a très très longtemps. Alors un autre critère d'habitabilité que je mentionnais tout à l'heure est celui de la présence d'organique sur une planète. Alors en même temps que rover Curiosity, on avait aussi sur place depuis décembre 2017 Mars Express qui étudie l'atmosphère martienne pour trouver des indications de la présence de gaz prébiotiques comme le méthane par exemple, ainsi que des observations au sol qui toutes ont annoncé la détection de méthane dans l'atmosphère martienne, ce qui est très surprenant car l'atmosphère martienne est oxydante. Alors, certains se sont alors posé la question de savoir si c'était l'indice possible d'une forme de vie, car sur Terre, le méthane est à 90% lié à la vie. Il s'agit en effet d'un sous-produit du métabolisme des organismes vivants. Alors, mais plus récemment, l'orbiteur ExoMars, le Trace Gas Orbiter, TGO, qui servira d'ailleurs de relais pour Persévérance, n'a pas confirmé la présence du méthane dans la haute atmosphère, et donc la présence du méthane sur Mars reste à confirmer et à expliquer, mais cela pourrait être lié à une activité volcanique ou hydrothermale ou à une chimie hétérogène qui le détruit. Dans tous les cas, le problème reste entier. Alors actuellement, 2 missions de l'ESA, Mars Express et le ExoMars TGO, opèrent toujours autour de Mars pour apporter de nouveaux résultats sur les aspects uniques de la planète. Entre autres, très récemment, le radar de Mars Express a découvert plusieurs étendues liquides enfuies à 1,5 km sous la glace dans la région polaire sud de Mars. Ces réservoirs souterrains contiennent de l'eau qui est très salée puisqu'elle reste liquide à si basse température. Alors, le concept de cet artiste ici représente l'environnement martien primitif à droite, censé contenir de l'eau liquide et une atmosphère plus épaisse par rapport à l'environnement froid et sec observé sur Mars aujourd'hui, c'est ce qu'on voit ici à gauche. Ainsi, aujourd'hui, Mars est un désert froid et inhospitalier, mais des caractéristiques telles que les lits de rivières asséchées et les minéraux qui ne se forment qu'avec de l'eau liquide indiquent qu'il y a longtemps, Mars avait tout de même une atmosphère épaisse
qui retenait suffisamment de chaleur pour que l'eau liquide puisse s'écouler à la surface. Cependant, des questions subsistent notamment sur les conditions précises de ce passé. Où est passée l'eau que Mars arborait jadis? À quel point l'environnement de Mars était-il semblable à la Terre? Pendant combien de temps? Et si la vie a pu apparaître, pourrions-nous trouver des traces de vie fossile ou de biomarqueurs, comme disait tout à l'heure le Pierre américain? Et quelle est l'origine de ce méthane? Et nous avons beaucoup d'explorations actuellement sur place, parce qu'au même moment que Persévérance, cet été, la NASA a lancé aussi, la Chine a lancé la mission chinoise Tianwen-1 et les Émirats arabes unis ont lancé Hope. Et donc nous avons beaucoup de missions sur place actuellement et une super mission qui va arriver plus tard avec un lancement l'année prochaine. C'est la mission ExoMars qui déposera une plateforme et un rover à la surface de Mars. Et la plateforme d'atterrissage fera des mesures de son environnement. Je ne sais pas si on peut... Les films n'ont pas l'air de démarrer. Non, ça arrive souvent. Mais en tout cas, cette plateforme d'atterrissage fera des mesures de son environnement pendant une année martienne. Ce qui m'ennuie un petit peu plus, c'est que ça n'avance pas du tout. Mais, si, voilà. Bon, pour dire que cet ExoMars va forer en fait jusqu'à 2 mètres de profondeur. Ce véhicule se posera sur un autre site que je vous montrais sur l'une de ces vidéos, qui s'appelle Oxyaplanum, qui est aussi un site propice à la recherche pour des biomarqueurs, parce qu'à 2 mètres sous la surface, on peut trouver des biomarqueurs protégés pour les analyser. Alors, parlant d'échantillons, et pour finir, Persévérance est aujourd'hui le premier jalon, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la campagne Mars Sample Return de l'ESA et de la NASA, puisqu'il fait l'acquisition et le stockage d'échantillons qui seront par la suite, vu en scénario complexe que on va vous expliquer, on va vous détailler, c'est je crois Sylvain Boulet, sera rapporté sur Terre pour être analysé dans des installations spécialisées par des scientifiques et ainsi faire avancer nos connaissances. Alors tout ceci sera fait, et c'est très important, dans le respect le plus strict des règles de protection planétaire. Il est quand même important de ne pas contaminer Mars, d'une part, et de ne pas poser de risque pour notre biosphère, au retour non plus. Puis à l'avenir, un horizon beaucoup plus lointain, on ne sait pas, peut-être que l'homme ira sur Mars, et en attendant, on compte sur l'exploration robotique qui se poursuit pour essayer de mieux comprendre notre voisine. Merci beaucoup Athéna, merci infiniment pour ces précisions et ce panorama sur l'exploration martienne. Alors, est-ce que nous avons Madame Geneviève Fioraso, ministre, ancienne ministre de la Recherche et députée de l'Isère. Madame Fioraso, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonsoir, bonsoir Madame la ministre. Merci de nous accorder quelques temps précieux. On aurait voulu vous recevoir à la Cité des Sciences et malheureusement les circonstances n'ont pas permis de le faire. Mais merci beaucoup. Alors je rappelle juste qu'il y a bientôt 5 ans, vous avez rédigé sur une commande du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls à l'époque, un rapport stratégique sur la France spatiale. Alors j'ai quelques questions à vous poser. La première, en fait, c'est comment expliquez-vous ce soir que la France ait une telle expertise en matière martienne? D'abord, je voudrais dire toute mon admiration. Là, je suis les interventions depuis le début de votre émission et je trouve ça absolument extraordinaire. Extraordinaire, c'est une véritable prouesse scientifique, technologique et puis je dirais même presque philosophique, puisqu'on parlait à l'instant de potentielle vie antérieure sur Mars et ça nous emmène vraiment très loin. Donc merci de la passion qui a été démontrée. Je pense que c'est peut-être la passion qui est à l'origine de tout ça et puis l'expertise scientifique historique tout de même de la France au sein de l'Europe en matière de recherche sur le spatial. Moi je dois dire d'ailleurs qu'un de mes modèles lorsque j'ai eu l'honneur d'être nommé ministre, mon modèle absolu c'était Hubert Curien parce que je crois que ça a été
un immense scientifique et un immense ministre, et qu'il avait justement, il était porté par cette passion de l'espace. Donc je pense qu'il y a l'expertise, mais il y a surtout la passion. Moi, quand j'étais ministre et j'allais visiter par exemple le laboratoire de Sylvestre Maurice ou d'autres laboratoires parisiens ou même grenoblois, puisque je crois que les grenoblois ont aussi un peu participé à la ChemCam, eh bien, à chaque fois, ce qui me frappait, c'était la passion qui animait tous les participants, que ce soit les thésards, les postdocs, les plus grands scientifiques, enfin les scientifiques les plus expérimentés, tous partageaient cette passion, et la passion, c'est important. Alors, quelle ambition, selon vous, doit avoir la France spatiale pour le futur? Quelles ambitions? Peut-être quelles ambitions? Pardon. Ce soir, on parle d'exploration. C'est ce qui nous fait briller le plus les yeux. Mais il y a d'autres enjeux. Et l'exploration, ça a été dit tout à l'heure par un intervenant, l'exploration, c'est pas seulement de l'argent dépensé. Souvent, c'est ce qu'on entend. Mais vraiment, est-ce que c'est une priorité? Oui, c'est une priorité d'abord parce que on a besoin de connaissances, parce que ça nous informe sur tout ce qui nous entoure, et c'est essentiel, mais aussi parce que ça a des applications tout à fait concrètes en matière d'emploi, en matière de développement technologique. Les matériaux que l'on teste, les optiques que l'on teste, les ChemCam que l'on teste dans des situations aussi intenses, eh bien, ensuite peuvent trouver des applications dans l'industrie, dans de nombreux domaines. Donc, et en plus, le fait de les développer, ça fait travailler, ça a été dit tout à l'heure, des entreprises et de nombreux laboratoires. Donc, ça crée de l'emploi directement, ça crée de l'emploi indirectement, ça crée de la technologie, ça crée de l'innovation, et ça, c'est absolument essentiel. Je pense que l'ambition qu'on doit avoir, c'est d'être plus que jamais européen. On voit à travers des exemples de partenariat qui est un axe franco-allemand très fort, mais je crois qu'au-delà de ça, on doit avoir une vraie volonté européenne de développement du spatial. Pour donner une idée, mais tout le monde connaît les chiffres, si on additionne le budget des agences nationales, le budget de l'ESA et le budget qui croît de la Commission européenne, on arrive à peu près à 10 milliards d'euros par an pour le spatial en Europe. Aux États-Unis, on est à peu près, je crois, à 60 milliards de dollars, plus des fonds privés, des milliardaires. C'est vrai qu'il y en a plus qu'en France. Et enfin, nos milliardaires vont plutôt investir dans le patrimoine et la culture, ce qui est une bonne chose pour la culture. Le patrimoine, je ne sais pas, ça les regarde. Mais en tout cas, pas suffisamment, de mon point de vue, dans la science et puis en particulier dans le spatial. Aux États-Unis, on voit beaucoup au-delà de Musk, qui est très soutenu par des fonds étatiques, mais au-delà de Jeff Bezos, il y a beaucoup de gens riches qui investissent dans des startups du spatial, et ça, je pense que c'est important qu'on acquiert cette culture du spatial. Là, on est entre passionnés, on est entre spécialistes. Le travail qui est fait par Universcience, par la Cité de l'Espace, par le CNES, pas suffisamment par l'ESA de mon point de vue, même si, par exemple, l'épisode de Thomas Pesquet a touché énormément de jeunes et que sa bande dessinée faisait plaisir. Et vraiment, moi, j'ai eu plaisir à l'offrir à mes petites filles parce que ça change un peu des filles qui sont fées ou reines ou sorcières. Et ça éveille des vocations, en particulier chez les filles. Et j'ai eu plaisir à entendre des scientifiques femmes ce soir. Et donc, je pense qu'il y a un problème de culture. Notre culture du spatial en Europe n'est pas suffisamment populaire. Et on aura du mal à créer des applications dans tous les domaines, des applications du spatial, si cette culture n'est pas suffisamment répandue. Et ça, je pense que c'est un sacré enjeu pour l'ESA et pour les agences, mais aussi pour les gouvernements. Et de ce point de vue, je le dis au passage, je regrette beaucoup que dans la réforme de la formation des professeurs d'école, on ait diminué le nombre d'heures dévolues à la science. C'est important de comprendre la science et la technologie, même si on n'en fait pas son métier, parce que les enjeux sont essentiels dans notre vie de tous les jours. Alors, une dernière question, en fait, qui est très liée finalement à ce que vous venez déjà de dire. Le regretté André Braic sommait les politiques d'investir, en fait, dans l'éducation, pour les plus jeunes, évidemment, d'investir dans les formations scientifiques, de susciter les vocations pour les jeunes femmes, les jeunes hommes qui seront, les actifs de demain. Est-ce que vous considérez que ça a été fait, en fait, que c'est suffisant ou pas du tout?
vous, et si c'est le cas, en fait, pourquoi les gouvernements, les uns après les autres, peinent à finalement mettre les priorités là où ils devraient peut-être le faire? Bon, je crois que j'ai cité les exemples du travail formidable fait par la Cité de l'Espace, Univers Sciences, la Cité des Sciences de la Villette. Le travail qui a été fait le travail que fait le CNES, le travail assez formidable qui a été fait à l'occasion du séjour de Thomas Pesquet à l'ISS, parce qu'il a vraiment joué le jeu des réseaux sociaux, il y a eu cette bande dessinée, enfin bref. Mais les politiques, comment dire, il y a peu de scientifiques en politique. Alors, je vais pas citer les scientifiques qui sont très utiles quand ils font de la science, de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou technologique, à faire de la politique, mais quand même, c'est pas mal d'avoir quelques scientifiques en politique. Encore une fois, je citais Hubert Curien. Bon, ça fait avancer la science française et la place de la France dans le monde. Notre culture, notre éducation, notre formation des élites, particulièrement en France, ne développe pas suffisamment la culture scientifique. Donc je pense qu'il y a tout simplement une méconnaissance des enjeux scientifiques et technologiques. Ça évolue, mais pas suffisamment, pas assez vite. Et je crois que c'est un enjeu essentiel pour l'avenir. Nous arriverons, et ça va au-delà de l'enjeu du spatial, mais moi j'avais posé la question au Conseil des ministres sur l'alternative des satellites par rapport au câble, à la fibre, puisque la fibre ne peut pas être installée partout, et en particulier dans les territoires ruraux ou un peu éloignés des mégapoles et des métropoles. Et personne ne pensait que les satellites, on peut avoir un accès par satellite à la télévision. Et c'était il y a 8 ans. Je pense que depuis, ça a quand même évolué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas cette culture chez les politiques, chez les décideurs en général. Il n'y a pas une culture suffisamment développée. Aux États-Unis, vous allez dans une installation de la NASA, vous avez immédiatement, d'abord vous avez le drapeau américain. On n'a pas souvent le drapeau européen, quand même, pas assez souvent. À côté des entreprises qui travaillent pour l'espace. Et puis vous avez à côté des magasins qui vendent des goodies. Alors ça a l'air trivial, mais moi je crois que c'est important. Je me souviens que pour Rosetta, j'avais eu grâce au CNES un t-shirt Rosetta et qui retraçait toute la saga de Rosetta. Je peux vous dire qu'en faisant de randonnée dans les Alpes, beaucoup de gens me l'ont demandé ce t-shirt, m'ont demandé où je l'avais eu. Donc je pense que c'est aussi de populariser cette culture du spatial. Alors on est loin des prouesses scientifiques, mais la science, c'est bien aussi de la partager à tous les niveaux. Et d'avoir par exemple la future Ariane 6 dans le magasin de la Cité des Sciences. Je pense qu'on n'a pas cet esprit marketing, excusez-moi du mot, mais c'est pas un gros mot. Si on veut avoir des finances, il faut que la population connaisse les enjeux. Et je pense que ça passe aussi par une appropriation de ce que représente le spatial dans la vie de tous les jours. Eh bien, merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour votre temps. C'est toujours un plaisir de vous interroger, de vous écouter sur les stratégies et les politiques spatiales. Merci, à très bientôt. Figurez-vous que nous allons nous poser sur Mars dans quelques dizaines de minutes maintenant. Donc, on va poursuivre le programme et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Alors, on croise les doigts et bravo à tous les scientifiques. C'était formidable comme explication. Je suis aussi stressée et ravie et excitée qu'eux. Merci beaucoup. Merci, madame. Eh bien, voilà, nous allons pouvoir continuer avec une petite discussion que je vais avoir avec Fabienne Casoli, qui est la présidente de l'Observatoire de Paris, et Thierry Brett-Diba, qui est directeur au Centre national d'études spatiales, notre agence nationale. Si vous voulez bien me rejoindre, merci à tous les deux. D'abord pour votre soutien, pour le soutien de vos deux institutions
à cet événement et au numéro spécial du magazine L'Astronomie que nous avons sorti à l'occasion de cet événement. Merci beaucoup. Alors, dites-moi tout. Dans quel état êtes-vous, Madame la Présidente, parce que toutes vos équipes du LESIA ont travaillé dur, et peut-être d'autres aussi, d'ailleurs. On parle souvent du LESIA, mais il y a beaucoup d'autres laboratoires. Il y a tout l'écosystème de l'Observatoire de Paris. J'imagine que là, parce qu'on rentre dans le dur dans quelques dizaines de minutes maintenant, comment ressentez-vous cette pression? Allez-y, c'est ouvert. La pression monte, hein. Oui. Dites-moi, c'est dans combien de temps exactement là? Alors écoutez, je vais vous dire ça très précisément. Il est 21h13 et la séparation est à 21h38. D'accord. Donc, ça commence à... C'est bien ce que je craignais. Ça se rapproche. Ça se rapproche bien, oui. Alors oui, c'est un moment de pression, mais c'est un moment heureux aussi. C'est une bonne excitation. Alors je pense aux équipes de l'Observatoire de Paris, aux équipes du LESIA, mais je suis sûre que tout le monde à l'Observatoire de Paris est en train de suivre cette émission et de se sentir partie prenante de l'aventure. Je pense aussi à tous les collègues, les équipes des laboratoires français, les équipes industrielles, les équipes du CNES, et puis aux États-Unis, parce que j'ai connu cette aventure de mars 2020 depuis, je crois, presque le début, quand je travaillais au CNES. Et donc, j'ai une pensée aussi particulière pour eux. C'est une aventure de coopération et de collaboration qui est vraiment extraordinaire. Alors, pour vous, évidemment, au CNES, c'est l'excitation maximum. Là, je pense que les dés sont jetés, mais... Tout à fait. Maintenant, c'est parti. Et ça ne dépend plus de nous. Par contre, vous parliez de pression. J'avais presque oublié ce stress-là. Je l'avais il y a quelques heures. Et puis de voir toutes ces présentations, j'avoue que ça m'a fait oublier finalement la pression de l'événement. Mais ça revient. Alors, je dirais un peu comme Fabienne. Je suis tout excité aussi. Et d'autant plus, je suis excité pour les personnes qui ont travaillé directement sur ce projet. Et j'en connais beaucoup également. Et je pense que ces sujets-là, on parle d'aventure scientifique, on parle d'aventure technologique, donc ça sera un exploit. Mais je pense qu'il faut souligner l'aventure humaine aussi, puisque c'est pendant des années et des années que des équipes complémentaires, c'est pas un individu qui est capable de faire ça, c'est de nombreuses personnes et qui travaillent en équipe à travers le monde qui sont capables de réaliser cela. Et avant tout, je pense que ce qu'il faut souligner dans ces aventures-là, c'est l'aventure humaine. Alors, on s'était croisé à Stars Up lors du festival Meudonnay, coproduit aussi avec tout un ensemble de partenaires, dont la Société Astronomique de France. On avait pu échanger, et on avait notamment échangé sur la vocation que peut susciter l'exploration spatiale, et notamment à l'Observatoire de Paris, qui est quand même d'une longue tradition, à Meudon également, mais pas seulement, longue tradition dans l'exploration planétaire, dans l'exploration du système solaire, la connaissance notamment du Soleil, puisque à l'Observatoire de Paris, c'est aussi une très grande référence depuis toujours dans l'Observatoire de notre étoile. En tant que présidente, d'abord, vous êtes la première femme présidente de l'Observatoire de Paris, c'est à noter. Quelle est la situation sur justement la présence de femmes, de jeunes femmes, de chercheuses? Est-ce que vous pensez, parce qu'on en voit de plus en plus, et notamment à l'occasion de ces interviews pour Persévérance, est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de mentalité et que, à nouveau, les femmes participent activement, et on a des ingénieurs, des scientifiques, des techniciennes? Si les choses changent, elles changent relativement lentement. En tout cas, pour ce qui est des chercheuses, la proportion de femmes n'augmente pas. On est toujours dans les 20%, ce qui me semble vraiment regrettable. Ça correspond aussi à la proportion de jeunes femmes qui font des études scientifiques après le baccalauréat, parce qu'avant le bac, en fait, je pense que c'est beaucoup mieux réparti. Donc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire qui doit commencer très tôt, sans doute dès l'école primaire, le collège. Beaucoup de choses d'orientation se passent au primaire. Donc, je pense que ça bouge lentement. Alors, je voudrais souligner que dans les métiers de la recherche, les métiers du spatial, il y a des chercheurs, des chercheuses, mais il y a aussi des ingénieurs,
en particulier dans le projet Supercam. Il y a des techniciens et des techniciennes. Je veux dire, il y a toute une variété de métiers. Tout le monde participe à l'aventure et ça, c'est important. Alors, ce qu'on essaie de faire, nous, à l'Observatoire de Paris aussi, c'est d'agir assez tôt, en particulier en travaillant avec des classes. Nous avons un programme assez actif de parrainage de classes. Donc je pense que là, quand on commence à discuter avec des élèves de maternelle, de primaire, collège, lycée, là on peut faire passer des choses. Et puis on essaie aussi d'agir au niveau des fameux stages de troisième, les stages de découverte, où on essaye d'avoir une politique où on, disons, sans favoriser les filles, on essaie d'avoir au moins autant de filles que de garçons, ce qui ne se fait pas spontanément. Alors Thierry Brett, l'attrait des missions martiennes et l'actualité de la recherche spatiale pour le CNES, donc le CNES c'est l'agence nationale évidemment, donc elle coordonne l'ensemble des laboratoires, des universités qui travaillent sur la mission Mars 2020, mais c'est général aussi pour d'autres missions. Comment ça se passe actuellement, les négociations internationales, avec qui on travaille, parce que là aujourd'hui on parle beaucoup évidemment des Américains, mais il y a quelques jours les Émirats Arabes Unis et le lendemain c'était la Chine qui se mettait sur orbite autour de Mars. Expliquez-nous quel est le rôle du CNES dans ce cas-là, quelles sont les participations françaises. Tout d'abord, je dirais que ça part également de collaboration scientifique. Donc souvent les idées initiales sont portées par les scientifiques qui travaillent entre eux, qui ont des habitudes de travailler entre eux, et ensuite les agences viennent. D'autres fois, ce sont des collaborations un peu plus... peut-être un petit peu plus politique aussi, à ce niveau-là, qui permettent d'ouvrir des coopérations avec différents pays. Donc, avec qui on travaille, on a des partenaires traditionnels, anciens, on va dire. Les États-Unis en font partie, l'Inde en fait partie, la Russie également, par le passé. Bon. Avec l'ESA et les autres pays européens, on peut moins parler de coopération puisqu'on est ensemble finalement, donc on y va ensemble. Nativement maintenant. Voilà, nativement. On a collaboré avec le Japon. Voilà. Donc on a ces partenaires ancestraux, j'allais dire, habituels. Et puis il y a de nouveaux intervenants, effectivement. Donc, alors avec la Chine et Tianwen 1, on partage quand même, Tianwen 1 et Persévérance partagent quand même, ça il ne faut pas le dire au président Trump, à l'ex-président Trump, parce qu'il n'aurait peut-être pas été trop d'accord, partagent quand même une petite chose. Est-ce que vous pouvez nous en parler, cette cible de calibration? Vous me l'apprenez. Je vous l'apprends. Ah ben voilà, je vous l'apprends. Alors, c'est pas grave. C'est vrai que ça n'a pas été beaucoup. Vous savez, il y a des scoops à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Voilà, mais c'est pas grave. Il y a des scoops. Voilà. C'est vrai que les médias n'en ont pas eu beaucoup connaissance. En fait, il faut être spécialiste. Ici, on a un public aussi de spécialistes et on a des experts. Donc, je vous l'apprends. Il y a une petite chose commune entre les deux missions, et elle est française, donc on est très content aussi de cela, c'est une partie de la cible de calibration des lasers. De Supercam. De Supercam, effectivement, et de Tianwen 1. Donc c'est amusant. Voilà, c'est amusant et ça rappelle, si vous voulez, la collaboration que la France et notamment l'Observatoire de Paris avait avec les Soviétiques et avec les Américains. Audouin Dollfus avait deux polarimètres sur Mars 5, par exemple. Ouais. Donc c'est amusant de voir que la France joue un rôle et le CNES, évidemment, est un acteur central dans cette coopération. Après, dans ce domaine-là, on cultive aussi la notion de filière instrumentale, donc de repositionnement. Et souvent, ce sont des missions qu'il faut développer en peu de temps. Donc finalement, on est dans une démarche également où on essaie de replacer, je ne sais pas si le terme est exact, mais oui, de reconditionner des éléments qui ont servi à d'autres missions et qui sont déjà matures, puisque vous voyez ces missions martiennes, on a un timing qui est souvent serré, pour lequel il faut être prêt, et on joue sur ces notions de filière. Donc je ne savais pas, mais ça ne me surprend pas. Écoutez, non, mais c'est fantastique, évidemment. Nous sommes, c'est une grande fierté
pour l'ensemble des industriels, des scientifiques qui vont partager aussi ces résultats, parce qu'il faut penser à toute cette coopération après les missions, qui parfois dure des dizaines d'années, où les échanges en fait continuent, les échanges de données, les échanges de pensées continuent dans les grands colloques internationaux un peu partout sur la planète. Oui, vous faites bien de le rappeler, parce qu'aujourd'hui c'est le point d'orgue, mais ça ne fait que commencer finalement. La science, elle commence à partir de demain finalement, c'est ça. Et ça va durer des années et des années, et ça va entretenir des milliers ou des dizaines de milliers de chercheurs qui vont perdurer, des générations entières finalement qui vont travailler sur ces sujets, surtout sur le sujet retour d'échantillons. Et demain, du coup, vos équipes seront à pied d'œuvre dès demain matin. Aussi bien les équipes du CNES que les équipes du LESIA notamment seront à pied d'œuvre dès demain matin, ou peut-être même vont-ils ne pas dormir cette nuit? Dès maintenant, je pense. Dès maintenant. Oui, hein. oui. Ouais. Oui, ça m'étonnerait qu'ils dorment beaucoup. Hein. Ouais. Très bien, écoutez, l'heure tourne. Je vous remercie infiniment pour cela. Restez avec nous, évidemment, pour vivre les 17 minutes de terreur, parce qu'en fait on dit 7, mais c'est plutôt 17. Et puis on se retrouve après l'atterrissage à commenter les premières photos. Peut-être avez-vous un mot Juste un petit mot. Merci à la Cité des Sciences pour nous permettre de vivre ensemble ces 7 ou 17 minutes de terreur. Et effectivement, vous faites vraiment partie de la promotion du spatial qui en fait un tel attrait. Ah écoutez, c'est un grand plaisir pour la Société astronomique de France, pour des membres éminents qui font la promotion de l'exploration spatiale et du savoir-faire français notamment et international. C'est toujours un bonheur. Et c'est vrai qu'à la Cité des Sciences et de l'Industrie, nous avons des moyens mis à notre disposition et une régie fantastique que je salue d'ores et déjà. Merci et à dans quelques minutes pour les premières images. Alors, on poursuit évidemment un programme extrêmement riche avec les prochaines étapes. Notre ami Sylvain Boulet, vice-président de la Société astronomique de France, mais surtout planétologue à l'Université Paris-Sud d'Orsay. Sylvain, c'est à toi de nous raconter tout sur les prochaines étapes, parce que Persévérance donc va être un peu le petit pousset, alors pas complètement dégrouper ces échantillons. On nous a dit tout à l'heure qu'il y aurait quelques petits tas, mais enfin 42 échantillons. Comment ça va se passer? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a déjà des échantillons martiens. Hein. Moi j'en ai amené un là, j'ai un petit morceau de Mars avec moi. Donc on a déjà énormément en fait de matériaux martiens, et ça commence effectivement par ces fameuses météorites martiennes. Alors ces météorites martiennes, je voulais quand même en faire un clin d'œil, parce que aujourd'hui ça nous amène quand même un savoir déjà très important sur la nature de la croûte martienne, sur ce qui s'est passé en fait vraiment dans l'époque très primitive de la période de l'histoire martienne. Et ces météorites aujourd'hui on en a plus d'une centaine. Donc évidemment c'est quelque chose d'important, sauf que ces météorites, on ne sait pas d'où ils viennent en fait, d'où elles viennent sur la surface de Mars, et donc naturellement on n'a pas le contexte géologique, et un caillou sans contexte géologique, c'est pas que ça vaut pas grand chose, mais presque, c'est-à-dire que ça nous donne une idée très globale, mais on ne sait pas, on peut pas tirer d'informations très précises sur l'histoire. Et donc évidemment aujourd'hui on essaye de connaître l'origine des météorites martiennes. On sait que ces météorites martiennes, elles ont un âge inférieur d'éjection à moins de 10 millions d'années, et donc en fait sur Mars on est capable de trouver des cratères très récents qui certainement ont un âge de moins de 10 millions d'années. Donc on arrive à localiser globalement les possibles sources des météorites martiennes. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment. Il y a une grosse incertitude sur l'origine de ces météorites. Et donc évidemment, le meilleur moyen, c'est d'y aller. Donc pour la première fois, on va pouvoir vivre ça, c'est-à-dire essayer de ramener des échantillons. C'est pas une mince affaire. Voilà ce premier graphe qui avait été déjà montré par plusieurs de mes collègues. C'est aujourd'hui Persévérance, c'est vraiment la première pierre de ce retour d'échantillons. Donc on va avoir ce robot Persévérance qui va aller préparer les échantillons, et surtout on va avoir deux missions qui vont partir aux alentours de 2026-2028, qui vont aller chercher ces échantillons. Et donc il ne faut pas attendre le retour des échantillons avant 2031 ou 2032. Ça c'est quand même quelque chose d'important à dire, c'est qu'aujourd'hui Persévérance, c'est le premier robot, c'est le début de cette aventure, mais il va falloir attendre plus de 10 ans pour vraiment avoir les cailloux dans les laboratoires.
Alors comment ça va se passer, hein? Donc on le voit bien, notre Persévérance, qu'on espère va arriver sain et sauf ce soir, va avoir un gros travail de géologue. Il va être capable de forer et de récupérer des échantillons un petit peu à tous les endroits qu'il va visiter en fait durant les prochaines années. Donc on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, mais potentiellement ça peut durer 5 à 10 ans. Hein. Persévérance peut avoir une longue durée de vie en fait. Donc il va évidemment aller choisir soigneusement les échantillons qu'on va pouvoir ramener. On ne va pas pouvoir ramener des centaines d'échantillons. On va ramener environ on va pouvoir prélever environ une trentaine de tubes, 42 au total, mais il va y en avoir où il n'y aura pas de la roche à l'intérieur. Et donc, comme vous le voyez, le petit robot Persévérance, il va être capable de forer, de le mettre dans le tube, de sceller le tube, et puis il va le garder sous son ventre. Il va aller récupérer, et puis à un moment donné, les scientifiques vont décider, là, on va les laisser, et ça sera le lieu de rendez-vous avec le prochain robot qui ira chercher ces tubes. Donc, évidemment, il n'y a pas de système de localisation à l'intérieur de ces tubes. Donc, ça sera un gros travail de l'équipe scientifique de Persévérance, de savoir exactement où on a laissé les tubes. Donc, il va falloir se géoréférencer grâce, en fait, aux images haute résolution, aux images faites sur le terrain. Et donc, voilà, le petit robot va laisser en petits paquets. Alors, on ne sait pas exactement combien de paquets, comment ça va se passer, mais en tout cas, voilà la démarche. Hein, on va pouvoir dispatcher par petits lots ces tubes. Potentiellement, même Persévérance, en fait, lui va peut-être en garder quelques-uns de tubes et va peut-être aller lui-même ramener les tubes à la fusée pour pouvoir les éjecter vers la Terre. Alors ce petit robot, ce Persévérance, va évidemment attendre l'arrivée de ce rover, en fait, de cette mission, qui va être constituée de deux parties. Tout d'abord, un rover récupérateur d'échantillons, le Sample Fetch Rover, et puis d'une fusée, la fusée MAV, Mars Ascent Vehicle, qui sera à l'intérieur. Et donc, voilà, aux alentours entre 2026 et 2028, la mission devrait partir. On devrait atterrir juste à côté de Persévérance. Donc ça va être un véritable challenge. Il va y avoir une précision encore d'atterrissage vraiment très importante, autour de 20 mètres. Hein. Donc il va falloir vraiment se poser dans la région où Persévérance travaille. Et puis, à partir de là, le petit rover de construction européenne, puisque donc devrait être développé par Airbus et avec l'Agence spatiale européenne. Et donc ce petit robot, vous le voyez, il est un peu plus petit que Persévérance. C'est un petit robot qui a 4 roues, qui devrait aller assez vite, qui devrait être capable quand même d'être assez efficace pour justement aller chercher tous les tubes qui ont été laissés par le robot Persévérance. Et donc, il va être capable, en fait, il n'y a quasiment pas d'instrument scientifique. Il va y avoir peut-être évidemment des caméras, mais il n'y aura pas d'instrument scientifique. Il aura un bras robotisé et il sera capable de récupérer en fait les tubes pour les coller dans un conteneur. Et au fur et à mesure, une fois qu'il aura récupéré tous les tubes, il rentrera au bercail et il ira retrouver sa base où là, une petite fusée sera capable de repartir en orbite martienne. Donc ce petit robot, il va redonner le conteneur qui va contenir entre 30 et 40 tubes. Et puis cette petite fusée, autour de 2028-2029, va repartir en orbite martienne. Et donc c'est pas cette fusée qui va repartir directement vers la Terre. En fait, en parallèle, il va y avoir une autre mission qui va partir à peu près en même temps que le rover. Il va y avoir cette mission qui s'appelle Earth Return Orbiter, qui va être en fait un gros satellite qui va partir donc autour de 2027-2028, qui va transiter, qui va se mettre en orbite autour de Mars. Et ce petit robot va avoir pour but de rattraper en fait le conteneur des tubes qui sera en orbite, qui fait à peu près la taille d'un ballon. Donc ça va être un rendez-vous extrêmement périlleux. Et donc une fois que ce Earth Return Orbiter aura attrapé le ballon, il va être capable de repartir en direction de la Terre. Et donc voilà, retour des échantillons sur Terre aux alentours de 2031-2032 si tout se passe bien.
Alors, vous le voyez ici sur l'image, vous avez la Terre, vous avez Earth Return Orbiter, et puis vous avez une petite capsule. C'est cette capsule qui va re-rentrer sur Terre. Il n'y a pas de parachute. Donc, on va vraiment rentrer directement. Donc, la petite capsule va être ralentie par l'atmosphère. Et puis, évidemment, il va être ralenti, mais il va arriver directement. Il va y avoir un impact à la surface du sol. Et donc, la capsule, elle, va être faite de manière à amortir ce choc, puisque les échantillons seront à l'intérieur. Et il faudra évidemment bien faire attention à protéger ces échantillons. Alors, une fois que ces échantillons seront arrivés, là, il va y avoir évidemment toute une excitation évidemment des scientifiques parce qu'ils voudront voir ces cailloux. Il va y avoir une mise en quarantaine des échantillons dans des laboratoires très hermétiques, vraiment de centres de protection biologique, vraiment pour pas contaminer les échantillons. Donc pendant cette période-là, il va y avoir certainement un laboratoire américain, mais aussi peut-être européen. On va peut-être dispatcher les échantillons à 2 endroits. Et pendant cette période, ça sera les premières recherches pour essayer de trouver les éventuelles traces de vie passées. Et donc ça va être cette période très cruciale au tout début. Et après cette période de quarantaine, les échantillons vont être certainement disséminés dans différents laboratoires, surtout des zones de conservation qui seront à l'abri de tous les gaz terrestres. Et puis, enfin, il va y avoir une distribution au laboratoire. Et donc là, tous les laboratoires, tous les scientifiques vont pouvoir commencer à jouer avec les cailloux martiens. Fantastique. Merci beaucoup pour ce scénario absolument rocambolesque, incroyable.